Est-ce que ça serait simplement un accident historique d'avoir autant de main-d'œuvre pour réussir à ce que les entrepreneurs puissent produire quelque chose ou livrer un service? On se met un doigt dans l'œil aujourd'hui de penser que l'IA n'est pas en train de remplacer des emplois. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires, comme à chaque semaine, en compagnie de Jonathan Léveillé pour parler du sujet phare des dernières années, l'intelligence artificielle. Et je pense que Jonathan et moi, on arrive sensiblement aux mêmes conclusions en hors d'onde, juste avant le début du podcast, avant qu'on appuie sur le bouton d'enregistrer. On discutait, lui et moi, que cette fameuse courbe exponentielle d'intégration de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, dans nos organisations, ne semble pas avoir atteint le plafond de sa courbe et semble continuer à s'intégrer de manière assez importante dans ce qu'on fait quotidiennement. Et là, Jonathan, en plus de ça, en plus des discussions qu'on avait, tu m'envoies un article qui a quand même marqué mon attention, qui explique de manière, on pourrait dire, très brutale et très froide, mais de manière très honnête également, que l'être humain, l'entrepreneur, n'a jamais nécessairement voulu avoir plus d'employés ou plus de personnes avec qui il pourrait travailler pour accomplir ses tâches. Peut-être veux-tu en dire un petit peu plus pour notre audience? Ça va mettre un peu plus de contexte à la discussion qu'on va avoir, toi et moi, aujourd'hui. Absolument, Antoine. Écoute, j'ai eu la chance de lire cet article-là hier et ça me tourne en tête constamment depuis hier. Je suis un petit peu ébranlé et là, si vous êtes un petit peu anxieux par rapport à l'intelligence artificielle, écoutez pas la suite. Mais si vous êtes un dirigeant d'entreprise, je pense que c'est quand même important parfois de se sortir de son cadre dans lequel on réfléchit à la situation et ce qu'on voit en avant. C'est Daniel Miessler, c'est un ingénieur en cybersécurité et en intelligence artificielle qui est basé dans la Silicon Valley. 20 à 25 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique et de la tech. Il a travaillé chez Apple, HP, Robinhood, toutes des grosses compagnies. Et il était fondateur également de la newsletter Unsupervised Learning. Je vous invite à aller le suivre. C'est vraiment pertinent ce qu'il mentionne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un ingénieur normal, c'est un ingénieur qui observe l'économie à travers la technologie. Et dans son papier qu'il a publié, que j'ai eu la chance de m'imprégner hier, que je vous invite fortement à aller lire, l'article se nomme The Real Bubble is Human Labor. Donc, la vraie bulle est probablement les travailleurs, les employés. Et je vous explique un petit peu ce qu'il y a dans ce papier-là. C'est quand même assez intéressant pour essayer de tourner la boîte à l'envers et réfléchir. Sa logique à lui, c'est que la vraie bulle économique dans laquelle on serait probablement aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est peut-être le travail humain lui-même. Et c'est vraiment intéressant le storytelling, comment il nous apporte dans l'histoire et dans sa théorie. Et le premier morceau de ce storytelling-là, c'est que quand on fonde une entreprise qui engage des employés, c'est qu'un entrepreneur qui a eu une idée, qui veut produire quelque chose ou livrer un service. Mais à la base, cet entrepreneur-là, son but, ce n'est pas d'employer des gens, ce n'est pas d'embaucher des gens, c'est simplement de produire un produit ou de rendre un service. Donc, la théorie débute avec le fait que les entreprises n'ont jamais voulu embaucher et qu'elles embauchent seulement parce que ils ne peuvent pas faire tout même. Les entrepreneurs et les gens qui ont les idées ne peuvent pas faire tout par eux-mêmes. Donc, ils embauchent des gens pour réussir à se multiplier et à produire le service, produire le produit au final. Donc, le marché, selon cette théorie-là, le marché du travail existe seulement parce que les humains étaient la seule intelligence disponible. Et là, l'IA change cette équation-là au final. Donc, avant, on avait besoin de capital, on avait besoin de machines et on avait besoin d'humains. Et potentiellement, demain ou même aujourd'hui, on a besoin de capital, on a besoin d'intelligence artificielle qui peuvent produire ce que les humains étaient capables de produire ou ce que les humains étaient capables de faire au final. Où ce que ça devient un peu intéressant, c'est qu'il nous sort du cadre et nous dit pendant 200 ans, on a toujours été sur cette idée simple, si on veut produire plus, il faut embaucher plus de gens, on n'a pas le choix. Donc, c'est la base même de l'économie moderne dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut plus de travailleurs pour faire plus de production, plus de croissance. Et c'est là que Miessler nous apporte une question très psychologique qui est peut-être vraiment véridique au final à se poser et que la réponse ferait du sens. C'est est-ce que ça serait simplement un accident historique d'avoir autant de main-d'œuvre
pour réussir à ce que les entrepreneurs puissent produire quelque chose ou livrer un service. Et c'est pas fou de se poser la question parce que en tant qu'humain, de notre côté, on est capable de voir quelque chose un peu plus dans notre échelle de temps, 1, 2, 3 décennies, on peut reculer peut-être 100 ans, 200 ans. Mais si on se projette dans 200 ans devant nous, on va peut-être se rendre compte que les 200 dernières années, c'est simplement un glitch dans l'histoire de l'humanité où ce que toute l'économie était basée sur faut embaucher des gens pour produire et pour réussir à ce moment-là à faire tourner l'économie. Là où ce que ça devient extrêmement inquiétant, c'est que si on se projette en avant et que l'entrepreneur est capable de produire plus en embauchant moins de gens, mais Miessler apporte une autre question vraiment, vraiment pertinente. Qui va acheter les produits des entrepreneurs s'ils n'ont pas d'emploi et ils n'ont pas de salaire? Et ça devient vraiment une question fondamentale qui est probablement inquiétante parce que si on est vraiment dans une bulle de main-d'œuvre et que cette bulle-là va disparaître parce que l'IA est capable d'amener des capacités cognitives et bientôt des capacités d'agir dans le monde physique, si on embauche moins de gens en tant qu'entrepreneur et que le système reste le même au niveau du capitalisme et au niveau de l'imposition, mais qui va acheter les services? Qui va avoir la capacité d'acheter les services et les produits qui vont être produits au final? Donc, ça apporte un paradoxe vraiment, vraiment intéressant, ou même inquiétant, que la manière que l'économie fonctionne aujourd'hui est basée sur faut embaucher des gens, plus de production, plus de gens qui consomment les produits. Et il y a vraiment un élément fondamental qui est en train de peut-être de créer une disruption dans ce modèle économique-là, qui est le remplacement, ou du moins l'amplification de l'être humain par l'intelligence artificielle. Et c'est ce que cet article-là ou cette théorie-là nous apporte à la table, qu'on est peut-être juste trop le nez collé sur l'arbre par rapport à l'échelle de temps. Et si on zoom out en tant qu'humain ou entrepreneur, ben, on est peut-être juste dans une bulle temporaire qui est le marché de l'emploi aujourd'hui, qui nous ramène à la base que si un entrepreneur a une idée, eh bien, son but, ce n'était pas d'embaucher des gens, c'était de produire un produit ou livrer un service au final. Et c'est ça qui me tourne dans la tête depuis hier. Il y a des morceaux qui, moi, m'inquiètent là-dedans. Il y a des morceaux qui fait qu'il faut qu'on se pose vraiment des questions en tant que société. Et c'est en train, comme Antoine le disait, d'arriver un peu plus rapidement qu'une courbe linéaire. On est dans une courbe exponentielle. Et là, on échangeait, moi puis Antoine, hors d'onde, on s'est dit, pourquoi pas en parler aujourd'hui? Parce qu'Antoine, je pense que tu as des morceaux, toi, là-dedans, que tu aimerais peut-être rebondir ou apporter ton opinion sur cette fameuse réflexion-là de Miessler. Ouais. Écoute, je pense que c'est un sujet qu'on parle depuis un bon bout de temps maintenant. J'invite les gens à réécouter un podcast qu'on avait fait dans le passé. Je le trouverai et je mettrai un lien dans les notes de l'épisode ici. Où est-ce que potentiellement ce qu'on est en train d'énumérer, de ce qui est en train de se dérouler, c'est que la transition entre, je vais réutiliser un terme que tu as utilisé, l'amplification des êtres humains ou l'intégration plus rapide de l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Pendant que ça se déroule, la transition vers ce nouveau type de modèle d'affaires, ce nouveau type d'entreprise et le moment qu'on a trouvé de qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec l'économie pour les gens nécessairement qui n'ont plus d'emploi, c'est ce moment-là qui crée beaucoup de points d'interrogation. Parce que je pense qu'on est assez, on se met un doigt dans l'œil aujourd'hui de penser que l'IA n'est pas en train de remplacer des emplois. Moi, je le vois dans mon entreprise, je le vois dans plusieurs entreprises. C'est pas nécessairement qu'on a besoin de moins de monde, c'est qu'on est capable de gagner en productivité. Et qu'est-ce que ça veut dire gagner en productivité? On peut simplement le simplifier en disant on est capable de faire plus avec moins. Et la seule manière de garder le même nombre de personnes dans une entreprise ou même d'engager plus de gens, c'est si le volume de demandes ou le volume de projets qu'on a est considérablement plus élevé qu'avant et qu'on a besoin de d'autres êtres humains qui vont pouvoir venir faire le tout. Mais sinon, toute chose étant égale par ailleurs, si ton volume de demandes ou ton volume de nouveaux contrôles ou ton volume de nouveaux mandats est similaire à ce que tu avais dans le passé et que tu deviens plus efficace en utilisant ces différents outils, toute chose étant égale par ailleurs, tu vas être capable de le faire avec moins d'êtres humains. Et ça s'applique spécifiquement en ce moment dans l'industrie du savoir. Et ça, c'est important de le spécifier, c'est-à-dire que chaque industrie va être capable de vivre sa temporalité, on pourrait le dire ainsi, concernant l'intégration de l'intelligence artificielle. Tu as parlé de l'intelligence artificielle dans le domaine physique, c'est définitivement quelque chose qui va se dérouler, mais après, ce qui se déroule en ce moment sur l'industrie du savoir. On peut le voir avec tous les modèles qui se mettent en place en ce moment, que les modèles sont capables de bien coder, les modèles sont capables de prendre contrôle de notre ordinateur et de faire des analyses qui nous auraient pris des semaines à faire dans le passé. Ils sont capables de faire des tâches à notre place, littéralement. Et c'est plus simplement
un peut-être. Je pense que si vous n'êtes pas en train d'intégrer une certaine dynamique d'agent en ce moment dans votre organisation, vous êtes simplement en train d'être un petit peu plus en retard. Je pense que c'est même plus une nouveauté d'avoir ça dans nos entreprises. Maintenant, ça devient sensiblement une norme et ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc ça, c'est une réalité terrain. On est capable de faire plus avec moins. Maintenant, je pense qu'on peut voir les choses de plusieurs manières, Jonathan, dans le cas ici. Moi, je crois fondamentalement qu'en ce moment, dans des contextes comme ça, et essayons de continuer à parler à des propriétaires d'entreprises, puisque je pense que c'est eux sensiblement qui écoutent le podcast, il y a quand même des opportunités assez exceptionnelles qui sont en train de se dérouler. Je pense que ce qui est vraiment en train d'être challengeant pour un propriétaire d'organisation, pour un dirigeant d'entreprise, c'est de venir fracasser une fois pour toutes son modèle d'affaires avec lequel il a bâti son organisation. Et ça, c'est stressant, c'est difficile, c'est complexe, ça va t'empêcher de dormir. Bref, ça va faire plein de choses. On rentre dans un contexte et je pense que ce qui est tellement intéressant pour les gens qui écoutent le podcast ici, c'est que je pense que 78 des entreprises en Amérique du Nord sont des entreprises de services. Toi et moi, à la base, on est des propriétaires d'entreprises de services. On a également d'autres types de projets, mais je pense que notre travail principal est relié à l'industrie du service. Et l'industrie du service est celle qui, toute chose étant égale par ailleurs, est le plus impactant en ce moment sur ce qui est en train de se dérouler. Et cette industrie-là, spécifiquement, l'industrie du savoir, le marketing, le code, la comptabilité, le droit, les avocats, etc. Bref, toute cette catégorie-là est en train de se faire challenger comme pas possible dans l'amplification, comme on le mentionnait plus tôt, des agents qui sont capables de nous aider à faire plus avec moins. Ce qui est très intéressant par contre. Et moi, c'est là que je vois l'opportunité. J'essaie toujours de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est que c'est une opportunité incroyable pour démontrer hors de tout doute que dans votre secteur, vous êtes le meilleur. Parce qu'on rentre dans un monde, je crois, où est-ce qu'on va payer maintenant quasiment uniquement au résultat. Historiquement, ces entreprises de services-là facturent une prestation horaire, une prestation à la semaine, une prestation à l'année reliée à l'effort, reliée au nombre d'heures que ça prend pour accomplir un mandat spécifique. Ces mandats spécifiques, en ce moment, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vont être de plus en plus rapides à exécuter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être mieux exécutés. Ça veut simplement dire qu'on est capable de les exécuter plus rapides. Donc, je pense que l'effort, le temps va être moins long pour accomplir ce mandat-là et les gens vont être moins ouverts à payer pour des grandes heures pour accomplir ce mandat-là, mais ils vont être beaucoup plus prêts à payer pour un résultat. Et si vous êtes excellent dans ce que vous faites, et c'est un petit peu, je te dirais, le pari que nous, on essaie de prendre en ce moment chez Gisèle, de bouger notre modèle d'affaires vers une approche de la sorte. Si vous proposez, vous démontrez que vous êtes prêt à jouer le jeu et de prendre le risque et de partager les risques avec vos clients d'une certaine manière et d'être payé davantage, mais relié à un résultat, je pense qu'ici, il y a une opportunité exceptionnelle parce que j'aurais même tendance à croire, et on en parlait toi et moi, Jonathan, qu'il n'y aura pas tellement d'alternatives non plus. Soit tu es bon ou soit tu ne l'es pas. Et j'en parlais même sur LinkedIn, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive dans un monde où est-ce que les agences de services vont de plus en plus se structurer comme des SaaS, c'est-à-dire on a un mandat précis, on atteint le mandat précis et on est payé au résultat. Bref, c'est quasiment garanti quand tu travailles avec un prestataire que le résultat va se mettre en place, si bien entendu le prestataire est bon. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça qu'on est en train de se structurer. Donc, bref, cet article-là m'a fait réfléchir vraiment de cette manière-là, de me dire, OK, moi, comment je peux absorber ça, comprendre cette information-là, comment ça impacte mon quotidien en tant que dirigeant. Et c'est là, présentement, je te dirais que ma réflexion va en ce sens. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont
tellement long. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. J'apporterai un autre paradoxe à la table, qui est le paradoxe de Jevons, qui va peut-être continuer à aider tout le monde à réfléchir là-dessus. Ce fameux paradoxe-là, c'est William Stanley Jevons en 1865 qui a émis une observation que quand une technologie devient plus efficace et moins chère, la consommation totale augmente souvent au lieu de diminuer au final. À l'époque, puis je vais vous montrer le lien avec la logique d'affaires au final, on parlait entre autres le domaine légal puis les avocats qu'on pense que ça va diminuer le volume là, ou qu'il y aura moins de travail à faire. Je vais refaire le lien avec ça par la suite. À l'époque, les machines à vapeur étaient tous sous le charbon. Mais les machines à vapeur devenaient de plus en plus efficaces, donc consommaient moins de charbon pour être capable d'arriver à la même destination finale. Donc, tout le monde dans l'industrie du charbon s'est dit, mon Dieu, on va faire faillite, il va y avoir moins de demandes au final. Pareil, comme un petit peu, on se demande aujourd'hui, est-ce que nos services, on va, par exemple, les entreprises de services, facturer moins d'heures? Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est au fur et à mesure que la technologie devenait meilleure, plus les gens consommaient du charbon parce que ça rendait plus accessible, donc ça ouvrait plus de possibilités de gens qui pouvaient se permettre de consommer ces services-là. Donc, premier parallèle que je fais dans notre industrie au niveau du développement logiciel sur mesure, c'est une des hypothèses qu'on commence tranquillement à voir. C'est plus qu'on avance dans le temps, plus ça devient accessible pour les gens de sortir du fameux carcan des logiciels déjà pré-bâtis pour vraiment adapter des lignes de code à leur vraie réalité et non adapter leur entreprise à un logiciel qui existe déjà. Donc, nous, on le voit, il y a une augmentation de volume de demande. Est-ce que l'augmentation de volume va augmenter beaucoup plus vite que le nombre d'heures requis pour un projet moyen? C'est ce qu'on est en train de valider et d'expérimenter. Même chose au niveau des avocats. Tu parlais qu'ils sont moi, personnellement, il y a un an ou deux, je me dis, mon Dieu, les avocats, on n'en aura plus de besoin dans un an ou deux. Mais ce qu'on perçoit présentement, je vais donner un exemple concret. On a des ententes cadres qu'on fait signer à tous nos nouveaux clients. Donc, comment qu'on régit nos services avec eux. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant, on avait peu ou pas de questions sur nos ententes cadres. On les avait mis quand même assez lean. Donc, on les avait mis le plus simple possible pour que ça fonctionne bien et que ça soit fair des deux côtés, que ça soit équitable. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des gens prennent notre entente cadre, met ça dans ChatGPT, puis nous challenge avec les réponses que ChatGPT nous donne. Donc là, on est constamment obligé de faire des meetings avec les gens pour expliquer les clauses. Puis après ça, on se rend compte qu'il y a des clients qui prennent ça puis qui essaient de tirer la couverte de leur côté selon l'interprétation de ChatGPT. Donc, tout le monde, maintenant, aujourd'hui, est un peu comme un avocat. Et je suspecte que les avocats, maintenant, ont beaucoup plus de travail parce que les gens peuvent beaucoup plus facilement s'engager dans un litige envers quelqu'un et tenir leur bout de la couverte, parce qu'avant, c'était trop cher d'avoir un avis d'un avocat. Aujourd'hui, on l'a au bout de nos doigts. Et malheureusement, souvent, le chat GPT de ce monde va nous dire ce qu'on veut entendre. Donc, ça doit créer probablement beaucoup plus de litiges que qu'est-ce qu'on avait avant. Donc, ça fait simplement augmenter Absolument. probablement le volume dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il faut se poser la question dans nos propres entreprises, est-ce qu'on vit un peu ce fameux paradoxe-là de Jevon, que le prix va baisser, le temps requis pour livrer le service va baisser, mais est-ce que ça augmente la demande plus vite pour venir contrebalancer tout le reste? Je pense qu'il faut se poser la question en tant qu'entrepreneur, puis ça vient aussi avec valider où est le bottleneck dans nos entreprises, puis quel va être le prochain bottleneck pour être capable d'aller capturer la fameuse valeur dans chacun de ces bottlenecks-là pour livrer quelque chose au client qui est content. Puis le point qui est intéressant, puis moi, je suis convaincu que c'est exactement ce qui est en train de se dérouler. Le volume va augmenter. Le volume va augmenter parce que ça va aller. Ben, on est déjà capable de le voir. Tout le monde est devenu un petit peu un ingénieur logiciel, écrit son propre logiciel maintenant. Et tout le monde dit que c'est la fin d'utiliser les HubSpot, les Salesforce de ce monde. Donc, il y a une création considérablement plus élevée qu'avant de logiciels, de SaaS, etc. Donc, ça, c'est en train de se dérouler. Et ça risque d'être le cas pour tout le reste. Et c'est là que je reviens un peu à mon point. C'est le,
construire, créer va être fait beaucoup plus rapidement. Et c'est ici qu'il faut venir challenger nos modèles d'affaires. C'est-à-dire que le modèle d'affaires, peut-être que Jonathan, tu avais dans le passé avec tes clients, c'était de construire littéralement de A à Z le logiciel avec tes clients. Mais peut-être que la construction de A à Z dans le futur va un peu moins se dérouler. Mais d'un autre côté, tu vas avoir 15, 20 fois plus de demandes de gens qui ont créé leur propre logiciel et finalement, ils n'arrêtent pas de bugger. Ils ont besoin de quelqu'un qui arrive et qui est capable d'être là au début, de remettre de la structure là-dedans et d'être là à la fin pour améliorer la structure autour de ça. Donc, de donner un projet final fonctionnel, de donner un résultat fonctionnel. Et je pense que Et c'est ça, sécuritaire. Et et, sécuritaire et sécuri- maintenable. et C'est sécuritaire ça et maintenable. l'enjeu. Et ça, c'est Oui. souvent ce que tout le monde pense. Ah, j'ai été capable de créer mon logiciel, je vais en faire un SaaS. Attention, maintenir un SaaS et le construire, c'est deux mondes. C'est deux mondes, ça, je tiens à le dire tout de suite. Et ça, je l'ai appris à la dure, je vous dirais, depuis 24 mois maintenant. OK? C'est deux mondes totalement. Mais bref, le point est que la valeur va être mise à des endroits différents, est en train de se déplacer vers des endroits différents. Et c'est ce qu'on va vouloir aller chercher maintenant, c'est un résultat concret, un résultat quasiment parfait de ce qu'on avait en tête au départ. Et il faut venir challenger un petit peu nos modèles d'affaires. Et je pense que c'est ça le bout, des fois, qu'on a de la misère à percevoir dans une courbe exponentielle. C'est qu'on ne sait pas ultimement si quelque chose va encore exister. Mais l'histoire nous a démontré que tout s'est toujours transformé, a évolué, puis c'est eux qui s'adaptent, qui sont vraiment capables de gagner autour de ça. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que chef d'entreprise, c'est de suivre les tendances, de suivre ces courbes exponentielles-là, de se tenir à l'affût, de ne pas être en amour avec des modèles d'affaires du passé qui vont être complètement des commodités pour le monde de demain et accepter la nouvelle réalité. C'est excitant, c'est stressant des fois, ça crée un petit peu d'anxiété, même cette intelligence artificielle qui change à toutes les semaines, mais c'est le monde dans lequel on vit, il faut l'accepter, il faut essayer d'en tirer notre épingle du jeu. Donc, en résumé, pour ce podcast, est-ce que le travail humain est la vraie bulle et est-ce que la demande de l'intelligence va exploser devant nous? Donc, comment capitaliser là-dessus dans nos entreprises? Je pense qu'il y a une réflexion stratégique à avoir. Il faut surtout, je pense, surveiller le marché. On n'a pas le choix. Et je pense qu'il faut terminer aussi là-dessus sur ce qu'on disait il y a à peu près un an, que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle vont être les gens qui vont maintenir leur emploi. Comment qu'on disait ça? C'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer votre emploi, mais c'est les gens qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont remplacer votre emploi. Il commence à avoir du vrai là-dedans. Vous avez sûrement des employés à l'intérieur de votre organisation qui sont un petit peu plus curieux que d'autres et qui utilisent les outils avant les autres et qui vous sortent des fois des contenus ou des projets ou des lignes de code ou des logiciels ou des contrats, peu importe dans laquelle catégorie vous êtes, et vous dites: «Wow, on est capable de construire ça maintenant». Et petite anecdote peut-être pour terminer le podcast, il y a une de mes collègues ce matin qui m'envoie un type de contenu qu'on parle depuis longtemps, qu'on voulait tester, c'est de créer des contenus vidéo, mais 100% via l'IA, donc des contenus littéralement de User Generated Content. On appelle ça des contenus UGC, qui sont très, très populaires quand on fait de la publicité en ligne sur Facebook, sur Instagram. Donc, tu as un créateur qui utilise un contenu et qui le met devant la caméra et ça fait des publicités très fonctionnelles. Et on s'est dit, bon, on pourrait essayer de tester un peu ce qui se déroule au niveau UGC. C'est une personne qui est dans un département totalement différent, qui nous est arrivé avec un contenu de la sorte ce matin. Je suis convaincu que vous avez des gens également dans votre entreprise qui ont cette curiosité, qui vous amènent des choses différentes. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, vous, vous allez vous gagner des promotions. Vous allez être capable de trouver des manières d'avoir des meilleurs salaires. Et moi, je le vois déjà dans mes entreprises. Les dernières personnes qui ont été capables d'avoir des promotions, c'est eux vraiment qui ont challengé leur rôle initial, qui sont venus s'intégrer et travailler pour accumuler des compétences transversales et faire en sorte que leur position évolue dans plus qu'une seule verticale de leur travail. Et ces gens-là, ils vont avoir des meilleurs salaires. Donc, tout ça pour dire que je crois fondamentalement à cette prémisse-là qu'on disait il y a à peu près un an, 2 ans. Les gens qui utilisent les outils IA au quotidien, c'est pas ce qu'ils vont nécessairement remplacer les autres, mais c'est eux qui vont se mériter les promotions en premier, c'est eux qui vont se mériter les meilleurs salaires. Et en tant que propriétaire d'entreprise, c'est ces entreprises-là qui vont, bien entendu, être capables de dénicher les mandats avant les autres. Et si on le résume à la plus simple expression, c'est que ce sont les gens qui permettent d'amener de l'intelligence amplifiable dans l'organisation sans avoir embauché des personnes de plus. Donc, c'est carrément ça. Les gens qui utilisent l'IA, qui sont capables de le déployer dans les organisations, il apporte de l'intelligence déployable qu'on n'a pas besoin de rémunérer de manière horaire. On paye des tokens à la place, on paye de la maintenabilité
Mais voilà pourquoi je pense que c'est important d'avoir ces fameux champions-là dans nos organisations et si vous êtes employé, de vraiment vous intéresser à comment l'IA peut vous amplifier puis amplifier votre organisation, puis vous avoir définitivement une carte de plus dans votre main que n'importe qui d'autre. C'est clair. Donc, espoir, il y a encore beaucoup de valeur à aller chercher, mais attention, et là, je tiens à le dire de manière très, très honnête, les choses ne vont pas changer. Les choses ont changé considérablement, drastiquement. Je le vois, on dirait, depuis le début 2026. Je vois une dynamique, je vois une tendance, je vois un jeu qui est totalement différent et ça va simplement s'accélérer. Donc, soyez au courant, écoutez le podcast, tenez-vous à jour avec tous les changements qui se font, pardonnez-moi, à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Faites des tests dans vos entreprises, bâtissez vos propres agents. Et bon, on reste à l'affût et c'est comme ça qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu. Jonathan, autre chose avant que je te laisse filer? Ben, si vous voulez en savoir plus sur l'IA, on a notre fameux challenge, quatrième cohorte qu'on lance du 23 mars au 27 mars. Puis vous inscrire au openmindt.com/challenge. Il reste encore quelques places. Donc, 5 jours, 45 minutes à 60 minutes par jour pour démystifier l'intelligence artificielle jusqu'à comment amener ça dans vos organisations. Donc, soyez des nôtres. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous durant ce challenge. Fantastique. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.